Alors, bonjour à toutes et tous. Alors exactement, cette présentation va faire écho et suite à celle de Sébastien Curie sur le proteasome, puisque je vais vous parler de PSMD11 comme nouveau candidat de trouble du neurodéveloppement. Alors brièvement, je ne vais pas vous faire tout l'historique. Sébastien en plus a bien couvert l'aspect initial du proteasome, mais brièvement, c'est dans les années 70 et durant les 30 premières années que le proteasome va être décrit, notamment la chaîne enzymatique et la description du proteasome 26S qui est le plus abondant dans les cellules eucaryotes. Ça vaudra quand même aux auteurs et aux responsables de la description de cette chaîne enzymatique le prix Nobel de chimie en 2004. Mais c'est que très récemment, donc depuis 2010 et comme vous l'avez vu avec Sébastien, encore plus récemment depuis 2017, que le protéasome est impliqué en pathologie humaine et notamment neurodéveloppementale avec la description du syndrome de Stankiewicz-Isidore. On a pu, avec notre équipe, décrire d'autres sous-unités du protéasome directement impliquées en troubles du neurodéveloppement. Et en plus de PSMC3 et PSMC5, je vais vous parler de PSMD11, dont je vais vous montrer les résultats de mes travaux de thèse. Donc le protéasome 26F, comme je vous le disais, c'est la forme la plus abondante dans les cellules eucaryotes, responsable de la protéolyse. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la particule 19S, donc régulatrice, et plus particulièrement le couvercle, puisque c'est au sein de ce couvercle et des différentes sous-unités avec des activités chaperones, de ubiquitinase, de reconnaissance, qu'on va trouver PSMD11. Et donc PSMD11, il a un rôle un peu plus particulier. Certes, c'est une chaperonne, mais il a surtout un rôle de stabilisation du lien entre le protéasome 19S, ici en doré, et 20S. Et donc, il va participer à l'assemblage et au maintien de protéasome 26S fonctionnel. Et donc, il est essentiel à la survie cellulaire chez les eucaryotes. Alors, ce qui est intéressant sur le plan moléculaire, c'est tout d'abord, on travaille sur le protéasome, donc évidemment, on explore tous les variants dans ces gènes, mais en plus, c'est un gène très intolérant à la perte de fonction. Et on a pu identifier dans nos cohortes de patients des variants rares chez des patients avec troubles du neurodéveloppement. Et c'était une partie du travail de ma thèse que d'évaluer l'impact des variants PSMD11 en cellules de patients. Alors, l'exposition de ces résultats à la description nous aura valu une publication de l'équipe dans l'American Journal en juillet dernier, qui décrit donc la cohorte de patients et les anomalies biologiques et en modèle animal que je vais vous décrire. Donc, PSMD11 rejoint le champ des nouvelles protéasomopathies neurodéveloppementales autosomiques dominantes, après les descriptions de PSMD12, PSMC3 et PSMC5. Donc on a pu rassembler 10 familles avec des variants perte de fonction, enfin 9 familles avec des variants perte de fonction, une famille un peu plus particulière avec des variations bialléliques chez le K-index. L'ensemble des variants ici étaient perte de fonction ou une variation d'épissage prédite pour entraîner une perte de fonction. Sur le plan du phénotype, cela diffère un peu des autres protéasomopathies décrites jusqu'alors. On a bien un retard de développement et un retard de langage chez tous les patients, mais on n'a pas une déficience intellectuelle à proprement parler chez tous les patients. Et on a des patients qui sont décrits comme plutôt très légers globalement dans la cohorte. On a des troubles du comportement en revanche qui sont retrouvés fréquemment chez les patients et des troubles du spectre autistique. Là, c'est quasi constant, mais la déficience intellectuelle, encore une fois, n'est pas constante. On a une présentation plus légère, ce qui explique notamment les formes héritées que l'on retrouve, avec ici des parents qui étaient finalement symptomatiques. Initialement, on ne les avait pas considérés, puis en revenant sur la clinique, ils avaient une déficience intellectuelle légère. Et on retrouve certains de ces variants, alors pour 2 patients, les variants une fois dans GNOMAD, ce qui peut être expliqué par cette présentation légère. Alors quelque chose d'un peu plus particulier et de très intéressant, c'est qu'on a un surpoids chez la moitié des patients et une obésité chez 4 sur 5 de ces patients, et notamment précoce et sévère avant 5 ans et avec des complications et des comorbidités associées au diabète avant la puberté, notamment diabète de type 2 et hypertension traitée chez des patients qui ont 15 ans ou moins même. On n'a pas de malformation contrairement aux autres protéasomopathies. Ce qu'on a pu montrer au niveau de l'impact des variants sur le plan biologique, on va aller regarder en fait en faisant migrer les complexes protéasomaux directement dans un gel, en faisant une extraction native des protéines. On peut aller regarder à la fois l'activité par fluorescence et puis différentes sous-unités du protéasome pour avoir les différents types de complexes protéasomaux. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais je vais vous exposer
quelques résultats. Si on s'intéresse à l'activité du protéasome à proprement parler, dans les familles qu'on a pu étudier, si on compare la fluorescence d'activité des protéasomes 26S et 20S, en comparaison à la moyenne des contrôles en vert, on n'a pas de différence d'activité du protéasome, sauf pour un patient, mais ce n'est pas reproductible au sein de la cohorte. En revanche, ce qu'on a pu voir, c'est que ce soit en étudiant une sous-unité du protéasome ou une sous-unité d'un activateur du protéasome, on a une diminution en quantité des complexes protéasomaux où il y a un lien 19S-20S. Donc des complexes protéasomaux 26S, 30S, des protéasomes de haut poids moléculaire. Donc ces protéasomes ici sont diminués chez nos patients, ce qui colle avec la fonction de PSMD11 qui est de stabilité et de maintien du lien 19S et 20S. Donc on a mis en évidence donc, un défaut d'assemblage potentiellement de stabilité, mais ça reste à confirmer, des protéasomes 26S, 30S et hybrides, donc de haut poids moléculaire chez nos patients. La fonction semble préservée, encore une fois, on a un lymphocyte T, donc ça reste un modèle, ça nécessite des confirmations. Et on s'est posé la question de l'impact de ces anomalies. On sait, comme vous l'a décrit Sébastien, que quand il y a une dysfonction protéasomale, on peut avoir des conséquences biologiques. Donc ce qu'on a observé, c'est en effet une réponse interféron de type 1 qui est anormalement présente en conditions stériles chez les patients, avec une différence significative. Donc ici, ça paraît un peu faible, mais la positivité du score, c'est 2,5 pour la réponse à l'interféron. Donc on a en tous les cas une réponse interféron en conditions stériles qui est anormale. Cette réponse interféron, elle est due à l'accumulation de protéines, comme on voit dans les autres protéasomopathies, et au stress protéotoxique qui est engendré. On a pu répliquer ce qu'on a vu pour PSMC3 et PSMC5 en modèle animal, alors avec la drosophile. Je vais passer rapidement. En gros, on apprend aux drosophiles deux odeurs différentes. L'une est associée à un choc électrique, donc ça se passe comme ça. On apprend qu'une odeur égale un choc électrique, la deuxième odeur non, on le fait évidemment dans les deux sens, et ensuite on regarde dans quel tube se dirigent les drosophiles. Normalement, elles sont censées toutes aller du côté où il n'y a pas de choc électrique. Donc ça, c'est une tâche d'apprentissage direct. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les drosophiles sauvages et les drosophiles avec un knockdown pan-neuronal de PSMD11. Pas d'anomalie sur l'apprentissage, en tout cas sur cette tâche d'apprentissage chez les drosophiles. En revanche, si on est un peu plus sadique, entre guillemets, qu'on va aller inverser ensuite l'apprentissage, on leur apprend qu'une odeur égale un choc électrique, puis finalement on inverse l'odeur qui est associée au choc électrique. Alors ce qu'on voit, c'est déjà qu'il y a beaucoup de drosophiles qui ne s'adaptent pas, même en sauvage, mais il y a significativement moins de drosophiles PSMD11 qui arrivent à s'adapter, donc qui réussissent ce test par apprentissage après inversion de consignes. Donc ici, potentiellement un défaut d'adaptation, en tout cas sur le plan neuronal et sur le plan cognitif. Alors ça reste difficilement extrapolable, mais ça réplique ce qu'on a pu voir pour les autres protéasomopathies. Donc, en conclusion, PSMD11 rejoint le champ des protéasomopathies neurodéveloppementales, et encore une fois, dans la sous-unité 19S du protéasome et non 20S, donc là où sont les majeures parties des variants impliqués en troubles du neurodéveloppement. On a une présentation beaucoup plus légère, donc c'est pour ça que Sébastien n'a pas trop creusé hier. On a des présentations plutôt sévères et malformatives, sauf pour PSMD11. Alors PSMD11 a un rôle un peu plus particulier, donc ça joue certainement. La signature biologique propre aux protéasomopathie, alors neurodéveloppementale et inflammatoire, est retrouvée ici aussi. Et on retrouve les défauts en modèles animaux. Alors, ce qui va être intéressant, surtout, c'est d'augmenter la cohorte afin de valider le lien avec l'obésité, notamment. Une pathologie qui semble malgré tout rare, même si c'est mild. On n'a pas beaucoup de variants perte de fonction retrouvés, notamment dans Sequoia. J'en ai pas retrouvé non plus, j'en ai retrouvé que 2 des variants perte de fonction, soit de novo, soit hérités d'un parent potentiellement atteint. Donc même si c'est plus léger, ces variants qui atteignent les sous-unités du protéasome restent une cause rare quand même de déficience intellectuelle. Et concernant l'obésité, on penche plus sur une hypothèse qui serait que PSMD11 a un rôle extra-protéasomal qui explique sa spécificité de phénotype, en plus de sa fonction. Et comme ça a été décrit récemment, alors c'est le seul rôle décrit de PSMD11 en dehors du protéasome, mais un rôle dans la régulation du rythme circadien, pas du tout par une activité au sein du protéasome. Donc ça reste en revanche à explorer totalement pour le lien avec l'obésité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à ce travail, les patients et leurs familles, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Très belle illustration des travaux déroulés sur le protéasome. Des questions dans la salle? Le chat. On nous demande
demande à quel point la drosophile et l'humain, c'est proche pour les modèles de protéasomes. Alors pour le protéasome, en soi, pour la physiologie du protéasome, c'est très conservé jusque la levure, même que ce soit pour l'assemblage. Alors il y a quelques petites différences, mais depuis la composition et la séquence des sous-unités jusqu'à l'assemblage, c'est très similaire. C'est une fonction qui est extrêmement conservée chez tous les eucaryotes. En plus de ça, et donc sur la physiologie du protéasome, on a les mêmes types de réponses à l'inhibition, l'activation du protéasome, que ce soit chez la drosophile ou chez l'homme. Sur le plan cognitif, on évalue des tâches pour montrer qu'il y a un impact sur la fonction neuronale. Là, c'était plus pour répliquer ce qu'on observe dans nos autres modèles et montrer qu'il y a un impact sur les cellules neuronales. Évidemment, l'extrapolation sur la fonction cérébrale chez l'homme, c'est un autre pas, évidemment, à franchir. J'ai toujours été bluffé, moi, un collègue aux États-Unis qui travaillait sur la drosophile pour les mécanismes génétiques du sommeil. Et donc il m'a expliqué son modèle. Alors, c'était pas des chocs électriques pour le sommeil, mais c'était assez bluffant quand il arrivait à cartographier. D'autres questions ? Moi, sur les familles, il y avait une famille qui était. Donc, tu as dit que c'était sur mode de transmission autosomique dominant. Il y a une famille avec des variations bialléliques. Une variation biallélique transmise par les deux parents. C'est une modalité plutôt récessive suivant les mutations où elles sont. Elles étaient sur un domaine différent. Ouais, exactement. En fait, elles sont proches d'un site de phosphorylation. Et PSMD11, c'est la seule sous-unité du protéasome qui est connue pour avoir une phosphorylation activatrice, qui va activer le protéasome. Ou très probablement que ça entraîne une perte de fonction. On a montré dans les cellules qu'il y avait une diminution de la phosphorylation chez ce patient, mais il faut d'autres patients avec des variations bialléliques et notamment proches de ce site de phosphorylation. Là, c'est un peu tôt pour l'affirmer, ce serait le même mécanisme, une perte de fonction, au moins partielle. Mais c'est le seul patient qu'on a avec des variations bialléliques. Et puis ce que tu abordes à la fin, c'est qu'il y a une fonction principale sur le protéasome et puis d'autres fonctions des protéines. Je sais qu'avec Kevin et puis Delphine aussi sur SF3B1, il y a la fonction un peu canonique. Et puis il y a d'autres fonctions qui sont encore à découvrir, à expliquer, à explorer. Oui, puis c'est peu étudié pour les sous-unités du protéasome. Alors la plupart ont quand même un rôle au sein du protéasome qui est majeur, mais on commence à découvrir quand même plusieurs sous-unités qui ont des rôles totalement indépendants.